salut tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du Le Tour d'Ivoire. C'est pas très su, hein, mais c'est Tommy Colin Vallée qui a proposé le titre du show présentement. Ça s'est décidé après une espèce de gros round robin, hein. On avait chacun notre épée bâtarde et on sortait des spells de magie et tout. Et à un moment donné, après avoir réussi à couper la tête de Maxime Paquette, Tommy m'a regardé dans les yeux et j'ai pris peur. Et j'ai dit, d'accord, on n'appellera pas ça chez Tikidi Toin-Toin, on va appeler ça le Tour d'Ivoire. Et finalement, voilà, Tommy Colin-Vallée qui a. Ben oui. Tu Ben peux oui, peut-être ben oui. expliquer un peu la démarche intellectuelle derrière le titre, Oui, juste oui, pour mais moi. attends un petit peu, je te reviens parce qu'on a un Ah show pour oui. vous autres avec nous quatre. On va se présenter chacun un en arrière de l'autre pour faire sûr que vous êtes au courant du CV. Puis comme vous venez de l'entendre, le Tommy le plus sexy de cette discussion va rajouter un petit peu des couleurs sur le show que vous êtes en train d'écouter. Aujourd'hui, on est extrêmement content de recevoir Mike Kropveld, j'espère que je le dis comme il faut, directeur d'InfoSect ici à Montréal, Québec. Ça va être une discussion un petit peu, hein, comme d'habitude. Hein. Ici, autour d'Ivoire, on essaie d'aborder le sujet des dérives conspirationnistes en étant le plus empathique, le plus vérifiable, scientifique possible. Donc, moi, je peux mentionner d'emblée que mon opinion vaut ce qu'elle vaut parce que mon seul diplôme, ma seule spécialisation, c'est d'être un animateur. Donc, si ça devient plate, vous mettrez ça sous mon dos à moi. En attendant, je suis sûr que ça va être passionnant. On va passer la POC à Mike. Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu tes études, d'où tu viens, ton background. Ah, le micro, il est fermé. Oui, excusez-moi, j'ai oublié. Pas de trouble. Alors, juste pour mentionner, il faut ça que c'est un centre d'études des phénomènes sectaires et services d'aide. Moi, je l'ai commencé en effet officiellement en 1980 suite à l'expérience d'un proche qui est impliqué dans un groupe à cette époque-là, ça s'appelait l'Église d'unification, mieux connue par le nom des monistes. Suite à l'histoire de mon ami qui était rapporté dans les médias, les journaux comme le Montreal Star et en effet même un film canadien qui était fait sur l'histoire, c'est existé énormément de demandes de la part du public qui cherchaient l'information sur le phénomène, en guillemets, des sectes à cette OK. époque. Et ça, c'est une des raisons que moi et des autres personnes qui étaient bénévoles à cette époque-là, décidé de commencer une organisation parce qu'on voyait qu'il y a un manque, en effet, d'information et un besoin de la part du public. Et effectivement, on a changé aussi auprès des années au niveau de notre vision, notre philosophie. Mais à la base, ça n'a jamais changé. C'est comme, en effet, notre but, c'est d'informer la population, aider et sensibiliser les gens. Et au niveau de le phénomène sectaire en gros. Parce Voilà. que, et aussi, je dois mentionner aussi qu'il y a énormément d'évolution au niveau du phénomène parce que quand on parle aujourd'hui de la question de secte, quand j'ai commencé, secte a eu la connotation neutre. Ça veut dire plus une définition où des gens croyaient en une personne, une croyance ou un groupe. Et c'est la raison à cette époque-là, beaucoup de gens parlaient des sectes. Et pour distinguer entre un groupe plus ou moins neutre et un groupe problématique, ils ont utilisé le terme secte destructeur. OK. Mais la réalité aujourd'hui, c'est le problème dans le phénomène, le mot secte est devenu une étiquette qui amène des images qui sont plus ou moins juste négatives. Et on voit ça comme un empêchement de vraiment comme discuter le sujet, comment aider, informer la population. Et Ouais. c'est aussi pour noter, c'est une des raisons qu'on est très prudent qu'on utilise les étiquettes, même aujourd'hui qu'on va parler de conspiration au complot. Oui, oui, oui. Écoute, ben Mike, merci beaucoup de te joindre à nous pour cette émission. On ira plus en profondeur après avoir passé la POC cette fois-ci. Tiens, Tommy Colin Vallée, parle-nous de toi un petit peu. Ah, ben merci de me passer cette époque. Ben, tout d'abord, je suis bien content d'avoir Mike avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir beaucoup de belles discussions à avoir sur justement le lien entre les phénomènes sectaires et les théories du complot, donc les adhésions aux théories du complot actuellement, et pour démystifier un peu tout ça. Puis, de mon côté, bon, moi, comme on m'a expliqué tout à l'heure, je suis docteur en psychologie, donc je pratique la clinique, je fais un peu de recherche, mais aussi un peu d'enseignement. Donc, une de mes passions personnelles, c'est vraiment de faire de la vulgarisation, puis d'aller fouiller des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets pour continuer mon propre apprentissage aussi. Je pense que c'est important. Hein? Moi-même, n'ayant pas la science infuse, donc je cherche à rencontrer des gens donc, pour essayer
et mieux saisir des phénomènes qui m'échappent. Restez curieux. Merci, Tommy. Voilà. Et Yann, Yann Becker. Salut tout le monde. Donc, oui, moi, effectivement, c'est Yann Becker. Je suis en fin de doctorat à l'Université Laval en médecine moléculaire. Puis, moi, ma spécialité, c'est finalement les questions d'anticorps et de maladies auto-immunes. Donc, effectivement, comme je dis à chaque fois, moi, toutes les questions qui sont relatives à l'hydroxychloroquine et à ce genre de médicaments, ça m'est familier. Puis moi, je suis venu à ces questions de théorie du complot et puis de pseudosciences, en fait, un petit peu par la branche, parce qu'avant de commencer mon doctorat, j'ai été éducateur scientifique en France pendant un temps. Puis finalement, j'étais avec des enfants et puis ça m'a donné le goût, en fait, de répondre à des questions et puis justement d'éveiller un petit peu cette curiosité, tout en essayant de mettre justement tout cet aspect scientifique en relation avec des aspects culturels qu'on peut avoir ou justement des questions qui peuvent venir d'ailleurs et qui ne sont pas directement scientifiques. Donc, voilà. Super. Ouais, ça me va bien gros. Merci beaucoup, Yann, d'être avec nous. Ce soir, donc, Maxime Paquette, qui est notre autre collègue qui n'est pas là, nous a préparé des questions. Je pense qu'on peut se mettre dans le bain en laissant Yann poser la première. Fonce! Alors, la première question, ça serait déjà, finalement, dans les sectes, comment ça serait. Est-ce qu'on pourrait d'abord brosser une image un peu d'Épinal comme ça de la personne qui pourrait adhérer aux sectes, qui pourrait être sensible au discours sectaire? Bien sûr, on revient avec la question, il n'y a personne qui va joindre une secte. Parce que si vous... Et en même temps, si on dit tel mouvement est une secte, je suis sûr que les gens à l'intérieur vont dire non, nous ne sommes pas une secte, mais je peux pointer le doigt sur des mouvements qui sont une secte. C'est la raison de la question qui est plus sensible à être intéressé par un groupe, parce qu'à la base, on parle d'un phénomène de groupe. Et pour nous autres, c'est comment de regarder les groupes et où est-ce qu'on les place sur, qu'on peut dire, un continuum. Des mouvements qui sont peut-être ouverts, tolérants, démocratiques, versus l'autre extrême, des mouvements fermés, totalitaires et pas respectueux et tolérants des autres personnes. La majorité, je crois, des mouvements se trouvent entre les extrêmes. La question, c'est de voir, si on regarde n'importe quel mouvement, où est-ce qu'on se place, ce groupe, et qu'est-ce que ça nous donne comme information. Et pour nous autres, c'est souvent une question de regarder le potentiel de risque et l'impact que le mouvement ou une implication dans un groupe peut avoir sur quelqu'un. En notant aussi que chaque personne va vivre l'expérience différente à l'intérieur d'un groupe et aussi dépendamment de l'époque. C'est la raison, c'est comme, la difficulté, c'est qu'on a souvent, c'est comme des gens cherchent souvent le oui ou le non. Est-ce que c'est secte, oui ou non? Ouais. Et la réalité, c'est plus complexe. Et il y a des mouvements qui peuvent commencer, par exemple, aujourd'hui, très extrêmes au niveau de fonctionnement, mais auprès des années, à cause de différents facteurs, peuvent modérer leur comportement, leur fonctionnement. L'envers aussi est possible. Le mouvement peut commencer de façon neutre, positive, mais à cause de plusieurs facteurs, devenir un mouvement extrême. Et à ce moment-là, ça va changer l'impact sur les individus. Ça veut dire que vous pouvez parler de quelqu'un qui joue un groupe X aujourd'hui, qui répondent à leurs besoins et leurs intérêts, mais auprès des années, changent peut-être vraiment comme à 180 degrés et ça peut vraiment avoir un impact. Ça veut dire une longue réponse à une question qui, je dis, c'est pas facile de répondre. Ben non, mais c'est parfait. Là, j'aime beaucoup ça, cette nuance-là aussi, que c'est pas quelqu'un qui joint une secte, hein, c'est plus comme une relation qui devient plus ou moins fusionnelle entre un mouvement qui implique comme plusieurs motivations puis plusieurs personnes et une personne et ses intérêts qui viennent se mélanger peut-être un peu plus, un peu moins. Il y a une durée temporelle aussi avec ça. C'est pas comme immédiat puis ça finit switch à off à un moment donné. Tu sais, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Puis j'aime beaucoup ça. Sinon, je ferais peut-être un lien aussi, Tommy, avec ce que Mike mentionnait au début. Il y a quelque chose de stigmatisant à dire qu'il y a quelque chose qui serait comme un groupe sectaire et des groupes qui ne seraient pas sectaires. Donc, il y aurait du secte et du non-secte, selon la conscience populaire un peu là, de la définition. Là. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Si je comprends, c'est beaucoup
plus nuancé, beaucoup plus. On n'est pas dans la catégorie, on est vraiment dans quelque chose de plus fin, de dimensionnel, dépendant du temps, dépendant de la personne, dépendant des motivations et tout ça. Puis ça, ben, ça ouvre une porte quand même parce que ben, à ce moment-là, à peu près n'importe qui, du moment qu'on est dans un groupe avec une croyance quelconque, a un potentiel de tomber dans des comportements qui seraient plus proches de ce qu'on pourrait s'attendre d'être dans une secte finalement. Une secte extrémiste, on Ouais. pourrait dire, là, en restant large dans la définition. Sinon, ben, est-ce qu'il y a une similitude entre les gourous qui sont à la tête d'une secte, appellation large, et les leaders complotistes qu'on voit aller présentement? Pour moi, en général, si je regarde les leaders, vous avez probablement la majorité, alors ça, c'est pas scientifique, c'est juste une impression, Oui, qui croient en leur discours, qui croient qu'ils détiennent la vérité ou détiennent, comme en effet, ou découvert en effet une croyance ou une révélation sur quelque chose, et ils le croient. OK. Alors, vous avez certains que pour moi qui ne le croient pas et on peut dire profitent parce qu'en effet, ils ont tombé dans quelque chose qu'ils trouvent très profitable, pas juste au niveau financier, mais au niveau de pouvoir, relations sexe, etc. Oui, Et même temps, je pense au niveau psychologique, il y a aussi le potentiel euh, qui existe dans des relations comme ça, que peut-être je vous mente, mais vous allez comme membre d'un groupe fermé me mentir aussi. Ça veut dire, en effet, comme la relation symbiotique où je te mente, tu me mentes, et à un moment, on tout commence à croire le mensonge. OK, Et ça veut hein, dire que, c'est genre une mais, espèce de boule de bullshit que quelqu'un se pitch l'un l'autre, genre. mais effectivement, ben, c'est pas nécessairement du bullshit, c'est effectivement ceux qui croient ou croient pas. À un moment, si je suis capable de dire n'importe quoi à quelqu'un et je découvre que vous êtes prêt de me suivre, prêt de me donner l'argent, prêt de consacrer votre vie à notre mission, peut-être je vais me poser les questions. Hey, peut-être c'est vrai, peut-être je suis un prophète ou peut-être j'ai Ouais, raison. Parce que sinon, pourquoi tout le monde me suit? ouais. Donc, je pense, je pense qu'on doit regarder ça dans un contexte d'un groupe relativement fermé d'extérieur. Et je dis relativement fermé parce qu'il n'y a aucun groupe qui est vraiment comme complètement fermé. Ça veut dire toujours C'est un vrai. certain lien au contact avec l'extérieur. Oui, oui. Et Sauf les juste ajoute, Illuminati. ouais, mais je voulais juste mentionner une chose que tu as fait référence, de parler des relations. Et OK. souvent, quand je parle aux gens, je dis, effectivement, si des gens joignent un groupe, c'est souvent parce que c'est répondre à un besoin ou Oui, dans une période de leur vie. Et c'est comme une relation amoureuse. C'est comme ils tombent en amour avec quelqu'un, ils tombent en amour avec le groupe ou l'idéologie ou le comportement et il devient sur un niveau aveugle. C'est comme parce que si on trouve la personne avec qui on pense qu'on va passer toute notre vie, on croit qu'on a trouvé la personne comme le groupe parfait pour nous. ouais, Ça, je au comprends. début. Oui, oui, oui. Les, Mais les, les émotions se mélangent souvent aussi à au réalisme ou à la raison. Les émotions viennent comme toutes mélangées et ça peut créer comme une espèce de patente floue. Est-ce que tu veux poser? ouais. Oui, Mais ça, c'est oui, raison d'avoir des discussions avec quelqu'un en amour, d'avoir ces relations, d'avoir une discussion logique ou pratique. oui, C'est comme on dit, c'est comme deux bateaux qui passent dans la nuit. On oui, part sur des niveaux complètement différents et on ne rejoint pas l'autre personne. effectivement. Quelque chose à rajouter là-dessus, mon cher Tommy? Ben, en fait, c'est intéressant le lien entre la relation amoureuse puis justement l'adhésion à un groupe. Puis je me demandais justement, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire avec justement des relations amoureuses qui seraient plus de type passionné ou il y aurait comme finalement quelque chose de plus irrationnel là, comme type de relation qui impliquerait aussi peut-être une espèce de tendance à idéaliser le partenaire ou le groupe dans ce cas-ci aussi, là. Ouais, Mhm. Ouais. Parce que ça vient avec certaines fois parce que si on est en détresse, par exemple, ou en position transitoire, ça veut dire la vie est complexe, il y a mort de la famille, perte d'emploi, etc. Souvent, on veut sortir de la, en effet, comme complexité ou sortir de détresse et on devient plus ouvert de tomber dans quelque chose qui semblait répondre à nos besoins. ouais, Et c'est la raison, certaines fois, effectivement, il y a des groupes qui vont répondre à le besoin de quelqu'un, mais des autres, certaines fois, qui ne vont pas nécessairement répondre vraiment à l'individu, mais vont profiter
en effet, comme la vulnérabilité de la personne. Oui, oui, effectivement. Yann, je te laisse la prochaine question. Oui, c'est ça. Mais j'aurais aimé savoir si finalement la situation sanitaire, puis donc la Covid, l'éloignement, puis toute la détresse psychologique que ça peut apporter, avait influencé un petit peu sur les demandes que tu as pu avoir ou sur les contacts et si justement ça a pu enfin, est-ce que certaines tendances se dégageaient un peu plus vis-à-vis de la pandémie, comme les théories du complot ou certaines affaires plus particulières par rapport à tout ça. Effectivement, c'est comme la pandémie. Alors, avant la pandémie, on a rarement reçu des demandes, pas de dire qu'on n'a pas, mais sur des gens qui croyaient, comme en effet, qui étaient anti-vaccins ou qui croyaient en différentes comme, croyances conspirationnelles. Depuis le commencement de la pandémie et la dernière année, c'est vraiment comme exceptionnel. On a reçu plus que 100 demandes juste sur la question des proches et des autres qui, plus ou moins, c'est des familles et des proches qui, quelqu'un qui est tombé vraiment, presque on peut dire à 100% dans des différentes idées qui a amené à certains cas un rompure de communication ou de communication très, très, très difficile. Et c'est pas juste des parents concernant leurs enfants, c'est les enfants concernant leurs parents, épouse, mari, mari, épouse. C'est vraiment toutes sortes de combinations. Et je pense que je dois souligner que c'est pas des personnes pas instruites ou qui n'ont pas d'éducation. Oui, C'est oui, de vraiment toutes les tranches de la société, là. oui, Oui. effectivement. Parce que, et souvent, je dis, notre approche, c'est comme en effet, comment de comprendre ça, c'est très important. Et souvent, quand les gens parlent contre l'État, et en effet, comme l'État nous brainwash, etc., je pense que la majorité de la population, probablement, va dire, je n'ai pas 100% confiance en nos politiciens. Ça veut dire que c'est juste pris à l'extrême des tendances qui existent déjà dans la société et en même temps, comme je dis, c'est répondre à un besoin. Plusieurs personnes à qui on a parlé, les proches ont déjà eu une tendance de croire en ce type de choses avant la pandémie et c'est en effet comme devenu plus extrême pendant la pandémie et aussi parce que souvent les gens sont isolés et ils passent énormément de temps devant l'ordinateur et on a tout en temps parler des algorithmes que si vous tombez sur un article, ça vous amène des autres. Ouais. Et c'est triste parce que c'est vraiment comme cause énormément de ravages dans les familles et les proches. Ben oui, vraiment, vraiment. On dirait qu'il y a eu comme un plus que jamais, il y a deux réalités qui se sont comme séparées d'un même point, là. C'est assez weird là, de la manière que ça grandit. Est-ce que les demandes relatives aux théories du complot représentent genre type de proportion? Là? On a dit une centaine de plus, mais vous avez c'est quoi le volume usuel d'habitude? Est-ce que vous êtes capable de passer au travers de la vague? On est capable de oui, oui, traverser. C'est comme un fait parce qu'on on fait pas de thérapie avec les gens. Ça veut dire on essaie de répondre aux gens au niveau de données, dépendamment bien sûr qu'est-ce qu'ils cherchent Ouais, de nous. Parce qu'on n'a pas des solutions magiques, en effet, de régler un alors, problème qui est souvent complexe, mais on essaie de donner des idées, comme on dit, quoi faire, quoi pas faire, des suggestions au niveau comment approcher les situations. Bien sûr, dépendamment qu'est-ce que les gens cherchent. Certaines personnes ne sont pas prêtes d'investir de temps, de garder contact parce qu'ils sont débordés et c'est assez. Ils ne peuvent plus vivre la situation et les ouais, crises. ouais. Alors, à ce moment-là, c'est leur décision. Comme en effet, chaque personne, c'est leur décision. Mais notre rôle, certaines fois, c'est d'aider des gens peut-être comprendre pourquoi leurs proches croient en ça, pourquoi ça arrive. Comprendre ne dit pas d'être en accord. Mais moi, souvent, je dis, si vous pouvez voir le monde avec les yeux de votre proche, ça peut vous aider à comprendre qu'est-ce qui va marcher ou pas marcher si vous voulez garder un contact et communication. Ouais. Euh, et comme je dis, c'est comme un petit peu comme le triage qu'on fait quand on rencontre des gens, on donne des idées, on parle aux gens. Et récemment, pour ceux qui ont des problèmes comme avec des problèmes sectaires,
on est en train de commencer un groupe de soutien pour les proches et familles qui donne ces gens-là, soit que la personne est dans un groupe conspirationniste ou sectaire, une chance de partager et voir qu'est-ce que les autres vivent, parce que dans plusieurs situations comme ça, les gens se sentent seuls. C'est juste les autres qui vivent ça. C'est sûr. Et sûrement, comme dit, on voit ça, ils ne sont pas seuls. Ben, d'ailleurs, ça m'amène à poser un petit peu cette question-là. Est-ce que c'est souvent des gens qui vivent une dérive qui vous téléphonent à InfoSect ou c'est des proches qui veulent avoir la meilleure solution sur comment agir face à quelqu'un qui vit un problème? La majorité, c'est des gens qui cherchent de l'aide à cause d'un proche, mais aussi on reçoit des appels de gens qui sont en train ou veulent quitter leur groupe ou pensent de quitter leur organisation et cherchent certaines fois comment le faire sans nécessairement causer trop de bruit. Ouais. Et aussi, bien sûr, on reçoit pas mal de demandes des anciens membres qui ont besoin d'aide. Ça veut dire, et souvent, quand on dit, parce que pour briser l'isolement, et c'est aussi des raisons qu'on a commencé des groupes de soutien pour les anciens membres qui sont, en effet, comme c'est animés par des psychologues pour, en effet, pas pour donner, parce qu'on ne donne pas de thérapie. C'est pas thérapie, c'est un groupe de soutien. Non. C'est des groupes de soutien, de discussion. Ouais. Surtout que si tu vas passer un temps dans une chambre à écho de gourou, à un moment donné, la famille peut devenir moins accessible, les amis peut-être se désintéressent. Donc, quand vient le temps d'aller voir autre chose, si les seules personnes qu'on connaît, c'est les personnes qui sont dans la secte, qui sont dans le groupe, c'est d'autant plus difficile de se distancer, c'est sûr et certain. Peut-être pour juste rajouter à ta question, Tommy, oui. C'est effectivement les proches qui vont consulter ou qui vont demander de l'aide. Puis la raison, en fait, c'est que pour demander de l'aide, il faut reconnaître qu'il y a une souffrance. Il y a un problème, oui. Et quand on a quelqu'un qui croit fortement à quelque chose, puis est convaincu qu'il a raison, ben, c'est pas lui qui a le problème. On appelle ça en clinique égo-syntone, c'est-à-dire que la personne est complètement fusionnée avec ce qu'elle est finalement. Même si ça cause des problèmes pour son entourage, elle ne le vit pas de cette façon-là. Ça n'empêche pas que la personne ait de la souffrance, par contre. C'est que la reconnaissance ne se fait pas autant. Puis, c'est vraiment lorsque la personne va ressentir l'impact de son isolement, parce qu'elle va devenir déprimée, anxieuse, ou peu importe, que là, à ce moment-là, il va y avoir une demande d'aide, mais ça ne va pas être une demande d'aide reliée nécessairement à la croyance ou du fait d'être dans un complot, quoi que ce soit. Oui, je comprends. Effectivement. Et juste pour ajouter aussi, qu'est-ce que vous avez dit, c'est intéressant parce que souvent, quand les familles téléphonent parce qu'ils s'inquiètent, eux autres vivent le problème. Les personnes dans le groupe ou la croyance, pas de problème. Quand la personne quitte le groupe, qu'est-ce qui arrive? C'est souvent, c'est eux autres qui ont un problème. La famille, souvent, malheureusement, se croit, pouf, maintenant, on n'a plus de problème. C'est réglé. Mais c'est souvent, on regarde des situations comme ça. Pour moi, c'est une situation qui comprend toute la famille. Et c'est toute la famille qui doit s'identifier, en effet, dans la situation, même après que la personne a quitté, et comment ils réagissent face à la personne après leur expérience. Oui. Ah oui, vraiment. C'est quand même, comment je pourrais dire, c'est un sacré gros ensemble qui prend beaucoup de place et dans la vie de quelqu'un de manière ponctuelle, mais aussi comme sur une longue échelle. Là, il y a, ça monte, puis ça descend, puis ça remonte. C'est quand même assez particulier. Yann, je te laisse la prochaine question. Oui. Finalement, donc avec ces différentes personnes, si les proches d'une personne donc, qui sont prises avec un mouvement sectaire viennent vous voir, quelles sont un petit peu les stratégies que vous suggérez pour justement que ces proches maintiennent ou établissent un contact et un dialogue avec la personne aux prises avec cette dérive? Et est-ce que vous auriez des stratégies spécifiques un petit peu pour le monde de la théorie du complot puis du conspirationnisme? Je pense que je répondais pour dire que comment de répondre, c'est la même chose. Parce que c'est comment de rejoindre la personne ou l'individu. Parce que je ne conseille jamais d'embarquer dans la discussion des faits ou croyances, parce que ça tourne en rond. C'est pour moi, j'ai toujours l'image en tête que j'ai deux croyants qui croient qu'ils ont découvert la vérité de Dieu, qui se confrontent, qui essaient de convaincre l'autre. Les deux partent en disant
l'autre est perdu, il est dans le monde méchant, le monde satanique. Alors, d'embarquer, je pense, dans une discussion logique ou pratique qui fait comme l'exemple que je donne aux familles souvent, c'est comme des relations amoureuses. Si je suis votre meilleur ami, par exemple Tommy, et je sais que vous me parlez d'un blonde avec qui tu es en amour, et je connais le blond, je dis, Tommy, qu'est-ce que tu fais avec elle? C'est quelqu'un qui est juste là pour ton argent, pas pour tes biens. C'est sûr que tu ne vas pas me répondre, merci Mike, je ne savais pas ça, je vais le laisser tomber tout de suite et trouver une autre blonde. Ouais. Qu'est-ce que ça va créer? C'est comme un mur maintenant parce que tu sais, je suis contre elle. Ouais. Toi, tu vois la situation avec tes yeux. C'est la raison, souvent, j'essaie d'amener des gens de voir ça, comment d'avoir une discussion qui rejoint l'individu au niveau émotionnel. De confronter, de donner votre opinion, je pense que c'est une perte de temps. Parce qu'en fin de compte, même si la personne vous dit, est-ce que vous croyez que je fais quelque chose de bien, est-ce que je dois rester? Mon réponse, c'est pas mon choix, c'est votre choix. C'est vous qui va vivre avec vos décisions et les responsabilités qui viennent avec, pas moi. Ça veut dire que si vous voulez en discuter avec moi, et c'est la raison que je vous ai dit comment maintenir le contact. Mais bien sûr, ça dépend qu'est-ce que la famille ou le proche cherche quand il nous téléphone. Ouais. S'il cherche comment le faire sortir quelqu'un, la question aussi, c'est possible de dire, alors, on peut vous donner des stratégies pour maintenir la communication, améliorer peut-être la communication, mais la question peut-être que vous devez vous poser, c'est quelles sont des relations est-ce que vous voulez garder avec les personnes s'ils quittent jamais leur croyance ou leur couple? Ouais. Et ça, je ne peux pas répondre pour les gens, mais certaines fois, c'est une question qu'ils doivent regarder. La majorité, ils vont dire, va aimer toujours mon proche ou de personne. Ouais. OK, à ce moment-là, comment de maintenir en contact et peut-être de baisser le ton. Parce que souvent, quand les gens nous téléphonent, c'est parce qu'ils ont déjà essayé des choses qui amenaient à plus de problèmes, pas moins. Dédramatiser un petit peu. Hein? Puis il y a aussi, on dirait que, puis ça, je suis très, je veux dire, du haut de mon opinion, je trouve que c'est vraiment une bonne stratégie, mais l'idée de responsabiliser la personne, j'ai l'impression que c'est un message qui va quand même beaucoup à l'envers du message d'une secte générique. Que si, mettons, tu as la foi, tu vas être sauvé, ou si tu es gentil avec le gourou, tu vas être récompensé. L'idée que tu es un petit peu seul face à ta vie puis aux répercussions de tes choix, j'ai l'impression que c'est comme un bon message pour un petit peu comme contre-attaquer, entre guillemets, le message sectaire, le message des gourous. Indirectement, le message, c'est de dire, écoute, même si moi, je suis ton proche, te dis de quelque chose, même le gourou, même les autres personnes te disent quoi faire, ce n'est pas eux autres qui vont vivre avec tes décisions. Ouais. Et en même temps, la question, certaines fois, en relation, c'est comme si on montre que je t'aime et je vais toujours t'aimer n'importe qu'est-ce que tu fais. La question indirectement, c'est est-ce que le groupe ou des gens dans votre groupe vont toujours t'aimer si vous n'êtes pas en accord, si vous commencez à les critiquer. Ouais. Et certaines fois, on peut, dépendamment de la relation, je vous donne juste certaines idées, mais bien sûr, dans chaque situation, ça varie quand d'appliquer ou quoi dire, quoi pas dire. Mais certaines fois, on peut dire, est-ce qu'il y a des gens qui quittent votre environnement, votre groupe? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord? Qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Comment ils sont traités? C'est comme si on ne prend pas une position, mais on pose des questions qui sont ouvertes. La possibilité que vous allez avoir peut-être mieux possible que vous allez avoir une réponse en place de dire, en effet, ou présenter des faits, ou de dire, oh, il y a des gens qui quittent le mouvement et ils ne sont pas aimés. Alors, Ouais. c'est bien sûr, la personne va réagir pas très, très positivement à ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça Oui, fait quand même, pour ajouter un petit peu d'eau au moulin là-dessus, si on considère que la personne est responsable finalement encore de ses actions, de ses choix malgré tout, ben ça aussi, ça va à l'encontre un peu d'un discours qui considère que ce sont des victimes, que ce n'est pas de leur faute et qu'il faut les sortir de là à tout prix. Finalement, on n'aide pas ces gens-là quand on tient un discours de cette façon-là. Ouais. C'est ça. Même que des familles, certaines fois, cherchent à faire sortir leurs proches de une situation qu'ils voient comme, en effet, nocif, c'est comment de reculer un petit peu pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire.
et les pour et les contre. C'est la raison souvent avec n'importe quelle stratégie, c'est qu'est-ce que c'est les pour et les contre et est-ce que vous êtes prêt de vivre avec le contre? Le pour, c'est toujours en effet comme quelque chose avec quoi on est capable de vivre avec. Mais si ça ne marche pas comme tu veux, est-ce que tu es confortable avec ça? Sinon, peut-être vous devez changer ton approche. Oui, quand même, hein. Et parmi les stratégies pour l'adhésion à une secte, lesquelles pourraient être utilisées pour prévenir l'adhésion aux théories du complot? Je pense que l'adhésion de n'importe quel groupe, ce n'est pas le fait de stigmatiser au début, mais comment on encourage les gens d'être critiques et de garder un sens critique face à n'importe quelle croyance. Et comment de faire une évaluation. Si vous vous êtes approché par quelqu'un ou si vous entendez parler de n'importe quelle croyance, est-ce que vous êtes prêt de faire un petit peu de recherche avant, de vérifier des différentes sources, parler à différentes personnes et prendre du temps avant de faire des décisions? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on découvre, c'est quand, bien sûr, quand les gens sont en crise, ils ne vont pas prendre le temps. Ils cherchent d'être soulagés. Ils cherchent des réponses. OK. C'est la raison souvent que avant, c'est peut-être être conscient qu'il y a toutes sortes de mouvements et de croyances qui existent. Certains peuvent être très bénéfiques pour vous, mais certains autres peuvent être nocifs. Comment de discerner avant d'embarquer? C'est de prendre du temps, poser beaucoup de questions, voir comment les gens vous répondent. Mm. Mais à la base, c'est comme si on regarde l'augmentation des différentes croyances et mouvements qu'on trouve problématiques, on doit toujours être conscient pourquoi ces groupes-là existent. Et si ça répond à des besoins et des problèmes symptomatiques dans la société, ça veut dire qu'on va toujours vivre avec ces Avec problèmes-là. ces problèmes-là, ben oui. Mais le but souvent, c'est comment de minimiser. Ça veut dire de croire comme, je pense souvent, je regarde le problème qui, en effet, on entend parler souvent aujourd'hui, c'est les gangs et les crimes organisés ou les groupes organisés criminels. Alors, tout le monde est contre ça, mais est-ce qu'on a trouvé une façon d'éliminer? Même aujourd'hui, j'ai lu dans le journal, c'est comme, écoute, on va toujours avoir des gangs, des groupes comme ça, comment de minimiser le problème. Et je pense même que ce n'est pas un message que les gens veulent entendre. Quand on vit dans une société démocratique, je pense qu'on va toujours avoir des mouvements ou groupes ou croyances avec quoi qui sont peut-être antidémocratiques. Ouais. Ouais. Ça fait partie d'avoir le droit de dire ce qu'on veut, qu'il y ait du monde qui dise des affaires qui empêchent les autres de dire ce qu'ils veulent. Ouais, exactement. C'est sûr et certain, Crime. Puis j'aime aussi, moi, c'est la première fois que dans ces discussions-là que j'aime l'idée de, comme tu parlais tantôt, comment un ancien membre est traité. J'ai l'impression que avant d'entrer dans un mouvement, que ce soit un club de curling ou les Sœurs de Marie, de poser des questions sur, bien entendu, l'entièreté du processus, de ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que les anciens membres du mouvement qui parlent en bien de quelque chose, j'ai l'impression que c'est cool. J'ai l'impression que c'était une bonne idée d'apporter ça à ce moment-ci de la discussion, mon cher Marc. Oui. Ah non, mais les anciens membres des groupes vont vivre des expériences différentes. Et c'est la raison, il y a différents facteurs. Certaines personnes peuvent quitter un groupe pour différentes raisons, parce que certaines fois, ça ne répond plus à leurs besoins. Ils vont Voilà. dire, merci, alors ça m'a aidé, mais ça ne répond plus à mon besoin. Il y a aussi certains qui sont mis dehors parce qu'ils ne répondent plus à les normes ou les règles d'organisation, ou ils sont trop critiques, etc. Alors, chaque personne qui quitte va avoir des expériences différentes. Ceux qui disent, écoute, si tu ne réponds plus à mon besoin, ils vont dire, écoute, j'ai eu une bonne expérience et après tel nombre de mois ou des années, je disais, écoute, je n'ai plus besoin de groupe. Alors, ça raison souvent, et ça, c'est la difficulté quand on entend parler des différents groupes, si on entend parler de témoignages. OK. Un qui donne un témoignage positif, un autre qui dit un témoignage négatif. La population, souvent, on va dire, qui dit la vérité? Ouais. Pour moi, la Peut-être les deux. possibilité, c'est exactement. Ouais. Et à cause de différentes expériences qu'ils ont vécues. Mais ça justement montre encore la nuance et la complexité si on regarde les mouvements et les êtres humains. Je connais aucune être humaine qui est parfait.
Et ça veut dire qu'on a toutes des fautes et va vivre l'expérience aussi différemment. Officiel. Officiel. Puis vu que les mouvements, c'est rempli d'êtres humains qui ne sont pas parfaits, ben écoute, Mhm, on se ramasse avec quelque chose qui est à améliorer, c'est sûr, au final. mhm. Tommy, tu avais l'air de vouloir dire quelque chose, toi? Mais oui, tu lis bien mes signaux. En fait, je trouve qu'il y a quand même un aspect du phénomène qui me turlupine, je pourrais dire comme ça, c'est la tendance au prosélytisme qu'on voit peut-être plus facilement avec les réseaux sociaux maintenant, mais autant dans les phénomènes sectaires que dans les phénomènes de théorie du complot. Je remarque une tendance chez les gens qui ont trouvé finalement leur voie, qui ont trouvé leur croyance, de vouloir absolument que le monde autour d'eux adhère à cette croyance-là aussi. Soit éveillés eux aussi. Soit éveillés eux aussi. Et souvent, ce que je vois aussi, c'est que ça va avec beaucoup d'incivilité. Ce que je trouve un peu paradoxal, c'est que je veux que tu adhères à mon idée, mais en même temps, je vais t'insulter si tu n'acceptes pas d'emblée. Mhm. Comment on réagit à ce genre de comportement? C'est difficile parce qu'effectivement, un des facteurs qui est difficile pour beaucoup de familles, c'est comme l'évangélisation de leurs proches, soit que c'est une croyance religieuse ou autre. C'est comme, mais de le point de vue, le croyant, c'est moi, j'ai la vérité. Je t'aime, je veux te sauver. Toi, t'es aveugle. Ça veut dire qu'en effet, le discours qu'on entend parler, et je l'entends encore ce matin, ceux qui croient l'État sont des gens brainwashés et ils sont juste des moutons. Alors, sa façon, que j'ai vu ça dans les années 60-70 aussi, qu'on veut dire, comment d'arrêter une conversation et discussion. C'est n'importe qu'est-ce que dit, ah, vous êtes un mouton brainwashé. Ouais. Mais l'autre côté, c'est si on approche quelqu'un qui croit en des croyances différentes avec quoi nous ne sommes pas en accord et on dit, vous êtes brainwashé, c'est aussi une façon d'éviter que la personne ait une expérience personnelle. La question, certaines fois, pour moi, ça dépend bien sûr des situations. Et je viens souvent l'incivilité parce que certaines fois, ces gens-là, ils ne peuvent pas rire. C'est-à-dire, il est toujours comme sérieuse à 100%. Et certaines fois, ce n'est pas des discussions pour vous convaincre d'une idée, c'est d'argumenter, de confronter et, en effet, d'avoir vraiment comme une autre voix et agressif verbalement. Pour moi, je dis souvent, c'est écoute, si je vous confronte dans une situation normale et je crie et je vous attaque verbalement, est-ce que vous allez être convaincu de mon idée ou est-ce que vous allez tout de suite te défendre et peut-être crier contre moi? Ça veut dire, la question, c'est comme, je comprends que vous essayez de me convaincre de quelque chose et que vous avez raison. Mais si je fais la même chose avec toi en criant tout le temps, vous n'avez pas raison, est-ce que vous allez m'écouter? Pas du tout. Ben non. C'est-à-dire que comment d'avoir une discussion civile, c'est difficile parce que ça dépend de chaque situation. Et aussi, qu'est-ce que c'est la relation avec les personnes et leur histoire. Parce que certaines fois, on découvre qu'il y a aussi une histoire. C'est dans des mouvements, des gens qui joignent des différents groupes, on entend souvent la personne est normale avant qu'ils ont rejoint le groupe. De plus qu'on parle avec une personne, elle dit écoute, la personne a eu des problèmes psychologiques dans le passé ou a eu des crises dans leur vie. Alors, ça change de situation si on parle à quelqu'un. C'est la raison, c'est comme, je pense que Tommy est en accord avec ça, tu ne fais pas une diagnose sur quelqu'un qui dit telle personne est le problème. Ouais. Souvent, le problème est plus complexe que juste ça. Oui, souvent c'est un build-up sur plusieurs années aussi, sur plusieurs petits moments. Effectivement, c'est très long comme processus. C'est quand même lié à quelque chose. Nous, on revient souvent ici autour d'Ivoire sur la confiance et l'humilité, hein, en qui on fait confiance et si on accepte de se tromper dans notre approche des choses. C'est sûr que quand en plus tu te fais promettre d'appartenir plutôt à une espèce de classe éveillée, de surhumain avec des pouvoirs spéciaux de déceler les mensonges des autres et tout, ça devient quand même une sacrée poutine. Hein? Ouais. Je voulais juste ajouter, je pense qu'on parle un petit peu comme au général, mais aussi pour noter que effectivement, il y a certains mouvements où des gens sont vraiment comme
victimisés par leur expérience. Parce qu'il y a aussi des mouvements où des gens sont victimes d'abus sexuels, fraude, exploitation financière, pas mal de choses. Ce n'est pas pour éviter que ça existe, mais aussi, même dans une situation comme ça, c'est comment on réagit face à ça, qu'est-ce qu'on fait. Et bien sûr, pour nous autres, c'est la raison qu'on n'embarque pas secte, oui, non, mais avec quelqu'un qui était victime de questions, ils ont besoin de l'aide. On peut mettre les étiquettes à côté pour le moment. Comment on répond à ceux qui ont été victimes d'une organisation ou n'importe quel mouvement? Parce que si on regarde aujourd'hui des situations, parce que souvent les gens croient que c'est les sectes, bien sûr, c'est pas une définition de quoi tout le monde est d'accord. Tout le monde peut pointer le doigt à un groupe qui croit être une secte, mais on voit qu'il y a des abus à l'intérieur de toutes sortes des organisations et mouvements religieuses et autres. Et je pense que si on, à la base, je pense que ce qu'on voit, c'est l'imbalance de pouvoir. Et plus il y a une balance, il y a plus de potentiel de risque pour les gens qui sont à l'intérieur de ces types d'organisations, spécialement si le leader ou les leaders détiennent tout le pouvoir et contrôle. C'est très bien résumé, effectivement. C'est un processus aussi pour les leaders d'en venir à accepter quelqu'un de nouveau, d'en venir à le traiter. Souvent aussi, ces structures-là sont très hiérarchisées. Hein. Ça peut être selon le temps, selon la proximité avec les personnes du népotisme, c'est quand même assez normal. Il y a toutes sortes de manières de gagner des galons. Souvent, ça prend des représentations différentes et tout. Parmi les stratégies efficaces pour soutenir des personnes proches d'adhérents aux sectes, est-ce qu'il y en a qui pourraient être utilisées pour soutenir des proches d'adhérents aux théories du complot? Je pense que je voulais mentionner, quand je vais noter un petit peu, je pense à plus ou moins la proche parce que la question fondamentale pour nous autres, c'est comment de garder la communication. Parce que sans avoir de communication, on ne peut rien faire. Parce qu'on a mentionné, on parle des adultes, ça veut dire des personnes, en guillemets, vaccinées, et en effet, droit de faire leurs propres choix et décisions. Sans la communication au contact, on n'a qu'une idée de ce qui se passe. Ça veut dire qu'une façon d'intervenir d'une façon ou l'autre ou de parler à quelqu'un. C'est vraiment la grosse stratégie, si les familles ou les proches veulent le faire, c'est comment de garder cette communication et contact et sans tomber dans le piège créé par l'organisation. Et quand on parle de piège, c'est de parler des faits, d'essayer de convaincre les personnes qui n'ont pas raison ou ils ont fait une mauvaise décision, etc. Et souvent, si la réalité est là, c'est comme dire, écoute, n'importe ce qui arrive, pour moi, la porte est ouverte. Bien sûr, conseil, comme on dit souvent en anglais, conseil, c'est cheap. Alors, la question, c'est est-ce que la famille ou proche peut mettre en pratique un conseil? Spécialement, par exemple, quand je suis à l'extérieur d'une situation très émotive pour une famille, c'est facile de dire des choses, mais aussi pour une famille de reconnaître qu'ils vont faire des gaffes, ils vont faire des erreurs. Et il n'y a pas besoin de marcher sur des œufs, mais d'être capable de comprendre. S'il fait une gaffe, il peut toujours dire excusez-moi. En effet, je suis inquiète et c'est la raison que je voulais savoir plus qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends pas. Souvent, je suggère, si possible, comme je dis, chaque situation est différente, le conseil peut être applicable oui ou non. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'était votre cheminement. Comment vous avez entendu parler du groupe? Est-ce que vous avez accepté tout? Si vous croyez en telle conspiration idée, est-ce que vous croyez en toutes les idées? Est-ce que vous croyez qu'il y a des êtres humains qui sont vraiment des reptiles? Est-ce que vous croyez, en effet, avec quoi est-ce que vous êtes en accord ou pas en accord? Ça va marcher si vous n'avez pas déjà apporté un jugement. Si votre approche est neutre, c'est fort probable que la personne va se sentir plus ouverte de vous parler. Et en même temps, s'il commence à avoir des doutes ou questions, sans confortable au minimum de vous approcher parce que vous n'allez pas dire « Oh, je t'ai dit ça il y a quelques jours ou quelques années, pourquoi maintenant? » Alors, c'est délicat parce que je comprends dans la situation de famille, les proches, c'est certaines fois, si tu sens que tu parles à un mur, c'est pas facile de garder, en effet, tes émotions comme stables. Mais comme je dis, vous n'êtes pas un robot. Si vous faites des choses, vous pouvez toujours dire « excusez-moi ».
ça m'inquiète énormément, je devrais pas avoir dit telle chose, mais c'est à cause que je t'aime, alors j'essaie de comprendre, excusez-moi. Alors, Voilà. quelqu'un qui a raison à 100% ne sera pas capable de dire excusez-moi, parce que Ouais. les autres croient qu'ils ont toujours raison. De vous montrer que vous n'êtes pas parfait, je pense que c'est toujours important parce que ça démontre le contact, l'amour que vous avez pour la personne. Et plus tard, et souvent, c'est très important parce que ça peut prendre beaucoup de temps avant que quelqu'un décide de quitter leur mouvement. J'ai parlé à quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que ça a pris 8 ans alors que je voulais quitter. Et ça a pris 8 ans avant finalement faire l'édition. C'est comme comment quelqu'un trouve la porte de sortie. C'est plus facile de trouver une porte de sortie si vous avez un soutien à l'extérieur qui était toujours présent. Si Officiel. vous êtes complètement seul, alors c'est peut-être plus facile de rester dans votre environnement. C'est la raison que je dis, il y a aussi beaucoup de facteurs. On parle de certains cas, si vous êtes marié et vous deux vous croyez, mais maintenant un qui ne croit plus, si vous quittez, est-ce que vous allez perdre votre relation de mariage? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous risquez de perdre contact avec vos enfants? Ça veut dire que c'est la raison, dans certains mouvements, on entend parler qu'il y a même des gens à l'intérieur des différents groupes qui ne croient plus, mais qui continuent de rester dans leur groupe et leur environnement. Oui, ben oui. Ben oui, c'est la filiation, les habitudes, la sécurité, plus que les Oui. croyances à un moment donné. Ben oui, c'est sûr et certain. Sinon, écoute, Mike, merci beaucoup d'avoir participé. On arrive vers la fin. J'aimerais ça savoir comment on peut aider InfoSect. Comment, moi, j'ai l'impression que c'est un travail qui est indispensable, un travail d'écoute qui est quand même, voilà, merci beaucoup pour ça. Mais peut-être, comment on peut vous aider? Qu'est-ce que vous auriez le plus besoin à InfoSect? Alors, bien sûr, je pense comme ONG, organisation non gouvernementale et but non lucratif, je pense qu'il n'y a aucun groupe qui va dire qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Alors, c'est bien sûr, c'est un facteur. Mais aussi, les questions, c'est comme si vous avez des inquiétudes et vous pensez que les questions que l'État doit d'aborder, je pense effectivement parler à votre politicien, votre député, indiquer parce que avant la pandémie, peut-être vous vous souvenez ou vous ne vous souvenez pas, le gouvernement est intéressé de regarder le phénomène sectaire. Et Oui, effectivement, je pense qu'il doit le faire parce qu'il y a besoin énorme au niveau, par exemple, pour moi, j'ai regardé maisons d'hébergement pour les anciens membres, plus de services dans les différentes régions du Québec pour des aides professionnelles. Parce que, par exemple, les psychologues, il n'y a pas beaucoup de psychologues qui sont capables de travailler pour rien. Mais il y a beaucoup des anciens membres qui sortent sans sous, qui ont besoin de l'aide professionnelle. Ça veut dire beaucoup de besoins que qui manque de ressources, pas juste souvent pour nous autres, mais juste ressources en général, qui doivent être en effet comme données par l'État ou indirectement appuyées par l'État pour OK. répondre à ce besoin-là. Ouais. Aussi, je veux dire, parce que j'ai oublié de dire au début, peut-être c'est plus propice maintenant, je trouvais merci énormément pour l'invitation parce que je trouvais ça très intéressant. Je ne savais pas quoi d'attendre, en effet. Ben, Je trouvais, merci à toi, Mike. Écoute, moi, j'ai beaucoup foi en le système, en cette manière-là que la science et l'humanité toute simple d'être capable de réunir puis de permettre à ses membres de sortir le mieux qu'ils ont en dedans d'eux autres pour peut-être tout le monde ou cette personne-là en particulier. Puis, ben, je pense que notre show n'aurait jamais été complet tant que Mike Kropvel d'InfoSect n'était pas passé dessus. Donc, voilà. C'est sûr qu'on va te réachaler pour une autre jasette dans le futur. oui, ça serait un plaisir. Mais je voulais juste ajouter une chose, parce qu'on n'a pas mentionné, c'est le bas de connaissance de science, qu'est-ce que ça représente. Oui, Et c'est comme, quand on parle de qu'est-ce qu'on a besoin dans le système éducationnel, c'est bien sûr comment encourager la pensée critique et qu'est-ce que ça veut dire. Et en même temps, comment de comprendre la science, parce que les gens doivent comprendre la science, ce n'est pas comme une croyance religieuse où on peut vous dire la vérité, point final, et les différences entre ça, et pourquoi certaines fois il n'y a pas de réponse simple ou des réponses c'est en évolution.
OK. Et pas nécessairement qu'on doit croire tous les scientifiques ou tous les politiciens, mais comment de comprendre comment ça fonctionne. Et aussi le fait qu'on a tout un rôle à jouer. Oui, effectivement. Effectivement, ça encore plus dans un monde hyper connecté comme on est en train d'expérimenter présentement. Donc voilà, hein, on va mettre toutes les infos propices pour rejoindre InfoSect dans la description du show. Yann, peut-être est-ce que tu as une question, quelque chose à rajouter? Pas grand-chose. Éventuellement, moi, la question que je me posais, c'est finalement, qu'est-ce qui amène une personne à un moment seule, elle-même, quand elle est aux prises avec sa propre dérive sectaire, à sortir? Parce qu'on a vu tantôt qu'elle pouvait sortir qu'elle pouvait être sortie ou qu'elle pouvait être sortie, qu'elle pouvait être sortie du groupe Volontairement ou être spontanément. expulsé, genre. C'est ça. Et qu'est-ce qui amène finalement la personne spontanément à se dire je dois me sortir de là? En fait, finalement, ça répond plus à mes besoins. C'est pas nécessairement spontanément. Je pense souvent que c'est une évolution auprès du temps. Et en même temps, je pense que le mouvement, aussi, des gens quittent parce que le mouvement a changé. C'est aussi un facteur. Aussi, comment des personnes commencent à voir les abus, s'il y a des abus à l'intérieur du groupe. Et c'est débordé. C'est comme, on est prêt d'accepter, accepter, accepter. À un moment, non. C'est le final et les personnes quittent. Est-ce que c'est facile à quitter? Pas nécessairement, et c'est pas nécessairement facile. Il y a différentes raisons pourquoi les gens quittent. Et certaines fois, il y a ici aussi, parce qu'on n'a pas de tout touché sur le sujet de ce qu'on s'appelle dans le jargon deuxième génération. Ça veut dire des gens qui sont nés au passé de l'enfance à l'intérieur d'un groupe sectaire fermé. Parce que pour eux autres, c'est comme toute leur vie. Ça Ouais, veut dire ouais, que ouais. mais les autres quittent aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le groupe de soutien pour les anciens membres qui ont passé toute leur enfance à l'intérieur du mouvement. Et c'est comme en effet, ils ne pouvaient plus vivre. C'est comme il y a certaines fois, sens d'indépendance ou pouvoir intérieur qui dit non, je ne peux plus continuer de vivre ce type de vie. Je dois quitter. Puis, certaines fois aussi, il y a une illusion de qu'est-ce que ça veut dire de vie extérieure parce que c'est très dur pour ces gens-là. Mais une des choses que j'ai découvert avec ces gens-là, c'est comme quand ils quittent, ils ne veulent plus retourner. Parce que pour eux autres, c'est comme non, ayant découvert. Mais il y a toujours, comme je dis, différentes raisons et chaque personne est différente. Et euh, c'est comme je dis, ouais, je vais entendre des différents témoignages, mais souvent, comme j'ai mentionné, c'est trop. Ils ont passé énormément de temps. Et aussi, certaines fois, ils étaient maltraités pendant des années ou des temps, comme ils étaient, comme en guillemets, on peut dire, un mauvais membre à l'intérieur du groupe. Ça veut dire toujours pas monter l'échelle. Et finalement, ils ne pouvaient plus endurer ce type de vie. Ils quittent le groupe. Euh, et certaines fois, le contact avec l'extérieur. C'est comme en effet, s'ils gardent un travail, ou certaines fois, on contacte avec quelqu'un à l'extérieur qui supposément doit être méchant parce que tout le monde à l'extérieur sont déjà méchants ou Ouais, non-croyants, et on trouve, oh, cette personne ne répond pas à l'image que le groupe m'a présentée. ouais. Parce qu'il y a des autres choses qui peut-être dit dans le groupe n'est pas vrai. C'est-à-dire, ça peut être des facteurs comme ça, vraiment. Ce qui a l'air de revenir beaucoup, ça a l'air d'être au travail de la communication puis de la disponibilité, de laisser des portes entrouvertes dans la chambre à écho, de laisser sans être, mettons, offensif, prosélyte en allant vers la personne qui a le problème de secte ou en tout cas qui commence à manifester des signes de vouloir quitter, de laisser une voie disponible pour que cette personne-là puisse entrer en contact avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans la secte. Ouais. Écoute, Tommy Colin-Vallée, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je te dirais que ça fait penser un peu à cette attitude qu'on utilise souvent en thérapie qui s'appelle la nouée sympathique, où un peu l'idée, c'est de ne pas chercher justement à donner des solutions ou à expliquer à la personne, mais juste poser la question tout simple. Ah oui? Comment ça? Pourquoi?
Explique-moi ce que tu penses, ce que tu vis en ce moment. La nouille Je veux sympathique, vraiment ok. comprendre. C'est une métaphore, genre, oui. Explique-moi tout, genre, je comprends ce que tu voulais dire par nouille. Je pensais que c'était pour être une affaire qui colle, mais. J'ai peut-être de naïveté Ouais, ouais, ouais. empathique Ouais, ouais. envers Sans perdre, bien entendu, le lien de confiance. Il ne faut pas aller au-delà de prendre l'autre pour un abruti pour C'est ça. qu'après ça, il se referme. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est un truc de Mhm. pro que Tommy Collin vient de nous offrir. Non, mais c'est effectivement, je pense que les questions, c'est comment, pas de changer qui vous êtes, mais que changer la façon que tu abordes le sujet ou les situations. Ça veut dire, si tu n'es jamais comme quelqu'un, en effet, tu changes complètement, ton proche va dire, c'est qui cette personne? Qu'est-ce qui se passe avec elle ou il? Alors, c'est la raison que c'est plus comment changer l'approche, pas qui vous êtes. Voilà. Écoute, là-dessus, je pense qu'on peut dire merci à Mike. Hein. Encore une fois, les numéros de téléphone et contacts avec InfoSec seront dans la description du show. Merci Yann d'être passé nous voir. Plaisir. Et merci à Tommy Colin Vallée d'être venu à cet épisode de Le Tour d'Ivoire. On dit salut aussi à Je Mike. ne regrette rien. Il reste rien. Peut-être une dernière question juste pour le kick comme ça, Mike. Est-ce que tu joues à Magic? Non. Et voilà. Je joue, alors actuellement, je vais vers un pub à Ultimate Frisbee. Ah, ben, je t'apprécie, c'est cool, ça. L'espèce de rugby, football avec un frisbee, là, c'est pas mal cool, ça. Oui, sans le contact physique. Ah, ben oui, on s'entend. Là. Il y a des lunettes, faites attention. Ouais. Puis s'ils veulent te laisser partir, je suis sûr qu'eux autres ne seront pas trop slack avec ça. Là, dans le sens que si tu veux t'en aller, il n'y aura pas de problème. C'est plus ça que je voulais dire. Hey, merci beaucoup, Mike. Ça a été un plaisir. C'était le Tour d'Ivoire, tout le monde. N'hésitez pas à partager l'émission et le reste. Et voilà, hein, restez patients. C'est notre meilleure arme à long terme.